Écoutez, l'acte d'achat, je pense que c'est un phénomène qui est aussi vieux que l'humanité elle-même. J'imagine qu'il y a déjà eu des personnes dans des sociétés antiques ou anciennes qui refusaient d'aller acheter chez le commerçant du coin parce que cette personne-là était un ennemi ou quelqu'un avec qui on avait eu des problèmes. Donc, ça fait partie de la réalité humaine que d'utiliser son argent pour envoyer un message. Les boycotts, il y en a eu plein. Écoutez, on n'a pas besoin d'aller très loin. Celui qui me vient en tête immédiatement, c'est le mouvement de désobéissance civile aux États-Unis, dans les États du Sud, à l'époque où il y avait la ségrégation raciale régnait dans les États du Sud. Et puis, ça a été un moyen assez puissant de la part des mouvements civiques aux États-Unis pour faire valoir leur point de vue. De refuser d'utiliser en particulier les transports en commun qui étaient entre des mains privées dans les États du Sud. Et parce que vous savez, vous connaissez les images de cette époque quand on a obligé les Afro-Américains à aller s'asseoir à l'arrière de l'autobus alors que les Blancs, eux, avaient la possibilité de s'asseoir en avant. Et ils ont commencé à refuser de prendre ces autobus-là. Et ça a privé les entreprises de transport en commun qui étaient en des mains privées d'une part appréciable de marché parce que les gens refusaient d'utiliser ces transports-là pour se déplacer à l'intérieur d'une ville. C'était pas les avant-dernières élections, mais il y a quelques cycles électoraux, c'était John Kerry qui s'opposait, si je ne me trompe pas, à George Bush. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais M. Kerry est marié à l'héritière de l'Empire Heinz. Donc, sur les réseaux sociaux, du côté des républicains, on conseillait à nos partisans républicains de ne pas acheter du Heinz. Et même, si je ne me trompe pas, il y a un entrepreneur républicain assez malin qui a mis en marché une marque de ketchup spécifiquement pour encourager les républicains à l'acheter, à ce ketchup-là, cette marque-là, plutôt que d'acheter une marque Heinz qui était la propriété de la femme de notre ami M. Kerry. La consommation a évidemment une place importante dans l'analyse économique, mais puisqu'ici on s'intéresse à l'acte d'achat, aux décisions que prennent les consommateurs pour acheter tel ou tel produit, on va faire de la microéconomie. Et la microéconomie, c'est le domaine de l'analyse néoclassique. Alors on parle beaucoup de l'analyse néoclassique parce qu'elle est abondamment étudiée dans les différentes universités à travers toute une série de cours en microéconomie et elle est notamment contestée. Elle est contestée parce qu'elle a développé cette idée d'un homme économique, l'homo economicus. Alors on peut faire un petit peu d'histoire, ça date des années 1870 à peu près, lorsque les économistes ou certains économistes ont eu la volonté ou le fantasme de vouloir rapprocher l'économie de sciences dures, de sciences exactes, comme peuvent l'être par exemple la physique, et ont commencé à développer toute une série d'outils mathématiques et d'outils graphiques visant à expliquer les comportements économiques du consommateur ou du producteur. Donc l'analyse microéconomique néoclassique s'inscrit là-dedans et c'est elle qui va travailler, essayer d'expliquer les décisions du consommateur et d'expliquer l'acte d'achat. Donc l'homo economicus, je suis un homo economicus, qui signifie du point de vue de l'analyse néoclassique que je suis quelqu'un d'hédoniste, c'est-à-dire que mon objectif c'est de maximiser mon plaisir avec le minimum d'effort. Je suis quelqu'un d'individuel, c'est-à-dire que je vais faire mes choix en fonction de moi et non pas en fonction de l'appartenance à un groupe social ou non pas en fonction de valeurs culturelles. Donc on a évacué un petit peu toute cette dimension-là sociale et culturelle de l'analyse économique du consommateur. Et je vais être quelqu'un de rationnel. Alors le sens de la rationalité est débattu en économie, mais on va dire au moins que je suis quelqu'un de cohérent. Je suis cohérent si par exemple je préfère le chou-fleur au brocoli. Si je préfère le brocoli aux haricots verts, par conséquent, je vais préférer le chou-fleur aux haricots verts pour rester dans une logique de cohérence. La cohérence ou la rationalité du consommateur induit également qu'il est capable de saisir l'information, de l'analyser, et donc c'est cette information-là qui aura été saisie, qui vont le guider dans ses choix.
En tant qu'homo economicus, je vais faire un calcul d'optimisation sous contrainte à travers la consommation. Autrement dit, je vais essayer de maximiser ma satisfaction, mon plaisir de consommer un panier de biens. Et en économie, on va utiliser le terme d'utilité en tenant compte de la contrainte de mes ressources et notamment ici de mon budget qui va former la contrainte budgétaire. Selon l'analyse microéconomique néoclassique, je suis capable de hiérarchiser mes préférences. Je suis par exemple capable de dire que ma priorité, ma préférence numéro 1 va à la consommation du chou-fleur, ma préférence numéro 2 va à la consommation du brocoli et puis ma préférence numéro 3 irait à la consommation d'haricots verts. En économie, on ne cherche pas vraiment à savoir pourquoi je préfère le chou-fleur aux haricots verts ou au brocoli. Ça peut être parce que c'est une histoire de goût, ça peut être également parce que j'ai lu une étude de Santé Canada qui nous dit que manger du brocoli, c'est bon pour du chou-fleur, c'est bon pour la santé. Ça peut être également parce que j'ai développé une conscience environnementale et je sais que le chou-fleur vient du Québec alors que le brocoli viendrait du Mexique. Mais tout ça, on ne l'aborde pas vraiment en économie. Il y a des préférences et le consommateur est capable de classer ces préférences-là. Et ces préférences-là, elles vont se confronter à une contrainte qui est la contrainte budgétaire. Je veux manger du chou-fleur puisque c'est ma préférence numéro 1, je veux à l'épicerie, puis je sais qu'habituellement le prix du chou-fleur est de 4 $. Donc je vais à l'épicerie, si le chou-fleur est à 4 $, je vais en prendre un. Maintenant, si j'arrive à l'épicerie et que pour une raison ou pour une autre, le prix du chou-fleur est à 8 $, je ne vais pas en acheter. Parce qu'il existe évidemment en économie cette capacité d'adaptation et de substitution du consommateur. Oui, j'ai des préférences, mais pas à n'importe quel prix. Et là, le prix va jouer un rôle essentiel lorsqu'il va guider ma consommation. Je préfère du chou-fleur au brocoli, mais pas à n'importe quel prix. Si le prix du chou-fleur est beaucoup trop élevé, il vaut 8 $ alors que je m'attendais à le payer 4 $, eh bien, je vais substituer ma consommation et puis je vais aller consommer du brocoli. Si maintenant, au contraire, j'arrive à l'épicerie et puis le chou-fleur coûte 2 $, ce qui est un prix intéressant, je vais en prendre 2. Et puis si jamais j'arrive à l'épicerie et que le chou-fleur vaut 1 $ et que ce sont de beaux chou-fleurs, je vais par exemple en prendre 4. Donc là, il y aura un schéma qui va apparaître et tout. On voit ici la possibilité de représenter sous la forme graphique ma demande individuelle. Moi, en tant que consommateur, en fonction du prix du chou-fleur, je vais adapter mon niveau de consommation. Et là, on voit apparaître une courbe de demande qui est individuelle et qui est décroissante. C'est un exemple de ce que va faire l'analyse néoclassique microéconomique, on l'a dit tout à l'heure, utiliser des outils graphiques, des outils mathématiques pour expliquer, modéliser le comportement du consommateur. Alors c'est sûr que cette modélisation-là se fait au prix d'énormes restrictions, d'énormes hypothèses qui sont posées. On l'a dit, on a un individu qui finalement est peu influencé par le social et le culturel dans ses achats. On a un individu qui serait rationnel ou cohérent, ce qui du coup viendrait un petit peu à éliminer quelque chose dont nous parlerons les psychologues, c'est-à-dire les achats impulsifs ou les achats irrationnels. Ça, c'est des choses que l'on n'aborde pas, nous, dans le domaine de l'économie. Donc là où il faut bien insister dans la théorie du consommateur en économie, c'est que c'est le prix. Il va jouer un rôle déterminant. Il va guider les actions, les choix, les décisions de consommation qui vont être faites par les individus. En fait, la consommation de masse n'a pas toujours existé. La consommation de masse apparaît dans une époque précise, ça apparaît avec la production de masse. Pour qu'il y ait consommation de masse, il faut qu'il y ait production de masse. Et la production de masse, elle apparaît en 1910 avec Ford. C'est Ford qui va l'introduire dans ses usines pour la première fois. Et l'idée derrière la chaîne de montage, c'est vraiment d'augmenter la cadence de la production et d'éliminer le temps superflu. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la chaîne de montage? On vient fixer l'employé dans un espace précis, de sorte qu'on économise beaucoup en termes de productivité parce que l'employé n'a plus à se déplacer. D'une part, et d'autre part, on économise beaucoup sur le temps parce que l'employé, en fait, est soumis au rythme de la machine, donc il n'y a plus de temps de repos. Donc, avec la chaîne de montage, on fait énormément d'économies en termes de productivité, et donc c'est là qu'on a une véritable production de masse. Pour rentabiliser maintenant qu'est-ce qu'on produit en masse, il faut vendre les produits. C'est assez simple. Et pour vendre les produits, ça prend des acheteurs. Et donc, la production de masse, qu'est-ce qu'elle appelle? Elle appelle automatiquement la consommation de masse. Et pour que la consommation de masse apparaisse, on est dans une époque où est-ce que c'est le capitalisme industriel qui est là,
Et les employés sont encore payés un salaire de crève-faim et ils travaillent encore 16 heures par jour. Donc, pour que la consommation de masse puisse vraiment décoller, ça prend deux conditions. D'abord, il faut augmenter les salaires. Il faut donner aux employés le salaire nécessaire pour qu'ils puissent acheter les biens qu'eux-mêmes produisent. Donc, première condition. Deuxième condition, il faut descendre la journée de travail. Donc, il faut abaisser le nombre d'heures de travail parce qu'à cette époque-là, les employés travaillent 16 heures. Des fois même, ils dorment à l'usine parce qu'ils n'ont pas le temps de se rendre chez eux. Et donc, il faut donner à l'employé le temps d'aller consommer. Donc, il faut réduire la journée de travail. Et donc, pour que la consommation de masse puisse vraiment décoller, ça prend ces deux conditions-là. Or, ça ne veut pas dire que parce qu'on donne aux employés un salaire plus grand et qu'on donne aux employés plus de temps pour aller consommer, qu'ils vont aller consommer. C'est pas garanti et en fait, c'est pas arrivé. Historiquement, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est dans le capitalisme industriel, les gens ont un mauvais salaire, les emplois sont précaires, donc de façon générale, l'employé a tendance, quand il y a un petit peu plus d'argent, à en économiser, à mettre de l'épargne de côté. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on va faire pour stimuler la consommation, pour s'assurer que les gens vont bel et bien aller dépenser leur argent durant leur temps de loisir dans les produits qu'eux-mêmes fabriquent? On va mettre deux choses en place. On va mettre le contrôle social, puis on va mettre la réclame, puis on va se rendre compte que ça ne marche pas. Donc, quand Ford a élevé le salaire à 5 $ de l'heure, il voulait absolument s'assurer que ses employés allaient consommer des voitures qu'il fabriquait. Et pour s'en assurer, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il envoyait des agents chez les gens, puis il allait voir si effectivement les employés allaient consommer des trucs qu'ils considéraient comme utiles, comme des voitures ou d'autres produits que d'autres usines fabriquaient, et non qu'ils allaient le dépenser par exemple dans l'alcool, la drogue, ces trucs-là, ou la prostitution. Et donc, c'est par le contrôle social au début qu'on s'assurait que les employés consommaient. Ensuite, on a mis sur pied la réclame. La réclame, c'est une forme de publicité très, très rudimentaire où est-ce qu'on fait la promotion de la valeur d'usage d'un produit. Et on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Une fois qu'on a fait la promotion de la valeur d'usage, par exemple, d'un balai, une fois qu'on en a un, on ne cherche pas à en acheter un autre. On l'a, donc on ne va pas en consommer d'autres, et donc ça ne stimule pas la consommation de masse. Et donc là, Ford s'est dit, parce que Ford, c'est l'instigateur vraiment de la production de masse et de l'augmentation des salaires, s'est dit comment faire pour que mes employés et tous les autres employés d'usine, par extension, consomment les produits qu'ils achètent. Et là, il y a eu une idée, il a dit, il faut absolument transformer la culture, il faut absolument produire une norme de consommation. Et la norme de consommation aurait pu prendre n'importe quelle forme. C'est limité la forme qu'elle aurait pu prendre. Or, elle a pris une forme très particulière. C'est que Ford s'est dit, on va essayer d'aller exploiter la situation des travailleurs. Parce que même si l'augmentation des salaires avait eu lieu, même si la réduction de la journée de travail avait eu lieu, les employés avaient quand même des conditions de vie assez médiocres. Pourquoi? D'abord, quand on travaille sur une chaîne de montage, en fait, on n'a besoin d'aucune qualification. Donc, les employés étaient déqualifiés et donc, il n'y avait plus vraiment de reconnaissance sociale, il n'y avait plus vraiment nécessairement de statut. Avant, quand on était boulanger, on était reconnu dans la société comme étant boulanger. Quand on était, par exemple, forgeron, on était reconnu comme forgeron. Là, il n'y a plus de compétences, tout le monde est égal, tout le monde fait la même chose, tout le monde accède à une manivelle. Donc, en étant déqualifié, c'est la perte des statuts sociaux et c'est la perte, en même temps, de reconnaissance sociale. Donc ça, c'est la première condition ouvrière, c'est que la déqualification amène une absence de statut. Comme un flou, en fait. On ne sait plus où se positionner dans la hiérarchie sociale. Deuxième condition, quand on travaille sur une chaîne de montage, c'est un travail assez pénible, très, très redondant, donc ça amène une fatigue psychologique, ça amène de la détresse, si on veut, de la détresse psychologique, et ça amène également de la détresse physique parce que on est soumis au rythme de la machine et on travaille pendant 8 heures de temps, et il y a des risques de blessures. Et donc Ford s'est dit, on va exploiter ça. Et bien évidemment, cette situation-là dans laquelle le travailleur était plongé créait des frustrations, créait aussi beaucoup de ressentiments à l'égard des patrons, à l'égard du travail, puis à l'égard du capitalisme en général. Donc Ford s'est dit, il faut exploiter ce maillon faible-là, il faut exploiter la situation des travailleurs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détourner le ressentiment que ressent le travailleur par rapport à son travail, par rapport au patron, par rapport au capitalisme, et le diriger vers la volonté de consommer.
Et donc là, il s'est allié avec, par exemple, Edward Bernays, qui est le père de la propagande et des relations publiques. En fait, c'est la même chose. Il a juste changé propagande pour relations publiques parce que ça se disait moins bien, mettons. Et donc, il s'est allié, il a dit, on va faire, par la pub, on va aller créer une norme de consommation qui détourne le ressentiment du travailleur vers la volonté de consommer. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait par la publicité? On a détruit les anciennes façons de penser, on en a construit des nouvelles. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a dévalorisé l'épargne et on a encouragé la consommation, on a encouragé la dépense. On a élevé la dépense au rang de valeur sociale et vraiment, on a condamné l'épargne. En même temps, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis à dévaloriser le travailleur. Donc, par la pub, on s'est mis à le dévaloriser, à dire, par exemple, par exemple, des pubs, on disait, si tu ne te trouves pas d'emploi, c'est parce que tu as mauvaise haleine. Ah, tu as des pores dilatées dans le visage, c'est pour ça que tu ne te trouves pas d'emploi. Donc, on s'est mis à dévaloriser son corps, on s'est mis à dévaloriser ses activités, de sorte que ça faisait deux choses en faisant ça. Première des choses, c'est que le ressentiment était détourné de la chaîne de production vers soi-même, de sorte que ce n'était plus le procès de production et le contexte économique dans lequel on s'immisçait ou on s'insérait qui était responsable de notre sort. On était soi-même responsable. C'est parce qu'on a les pores dilatés, qu'on n'a rien fait pour les amenuaires, par exemple, qu'on n'a pas de job. Donc, première des choses, on détournait, il y avait comme un ricochet. Et ensuite, qu'est-ce qu'on faisait? Pour s'amender, qu'est-ce qu'on fait? On consomme. Donc, si j'ai pas de job, c'est parce que j'ai les pores dilatés. Pour me prendre en main puis finalement en avoir une, je vais aller consommer un produit qui me permet d'avoir une belle peau. Et c'est essentiellement les femmes qui ont été touchées par ça, bien que les travailleurs hommes ont été touchés également. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dévaloriser l'épargne. Deuxième chose, on a dévalorisé le travailleur pour qu'il se responsabilise de son propre sort et pour qu'il consomme des produits en vue de s'amender et améliorer sa condition. Nous, en anthropologie, l'échange, on étudie beaucoup ça en termes de réciprocité. La réciprocité étant, il y a quelque chose qui est donné, il y a quelque chose qui est reçu. Puis on a différents types de réciprocité qu'on voit dans les sociétés. Si on parle de l'achat où il y a un bien qui est donné pour de l'argent, bien souvent on peut penser que c'est une réciprocité qu'on va dire équilibrée. C'est-à-dire que ce que je donne est correspondant en termes de valeur à ce que je reçois. Donc ça, c'est le type de réciprocité qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés, sauf que ce que je donne et que je reçois, c'est pas nécessairement un bien contre de l'argent. Ça pourrait être un bien comme certains autres biens ou encore un bien comme un service. Donc, dans la réciprocité, ce qui est important, et la réciprocité équilibrée ici, c'est que ça soit équivalent. Donc, j'ai l'impression, puis en société, on se fixe des normes par marchandage, tout ça, pour se dire, par exemple, un poisson, ça équivaut à telle quantité de viande. Donc, à un moment donné, au fil du temps, bien ça va s'ancrer dans les sociétés, puis les traditions vont faire qu'on va avoir une certaine équivalence. Mais la réciprocité équilibrée, telle que je l'ai expliqué de cette façon-là, où tout est équivalent, mais ce n'est pas le seul type de réciprocité qui existe. Il existe à la base un type de réciprocité qui est la réciprocité généralisée, qui n'implique pas nécessairement de retour, qui est immédiat. Donc, souvent, dans la vie, on donne des choses à d'autres personnes, mais on ne reçoit rien en retour tout de suite. Et on négocie, on arrive à un prix où un poisson égale 1 livre de viande. Puis là, le lendemain, un poisson égale 2 livres de viande. Mais là, à force de faire toutes ces transactions-là, puis les gens en sont conscients, bien, on va en arriver à quelque chose qui est pas mal tout à semblable, parce que sinon, il y a quelqu'un qui va dire tout le temps « je me fais avoir ». Mais ça nous permet d'introduire un autre type de réciprocité, qui est la réciprocité négative. La réciprocité négative, c'est où chacun essaye d'obtenir le plus dans l'échange. Donc, quand c'est la réciprocité équilibrée, les gens sont d'accord, OK, ça vaut la même chose. Mais dans la réciprocité négative, je le sais ce que ça vaut à peu près, mais j'essaie de recevoir plus que ce que je donne. Donc, dans notre société où on parle d'achat, de consommation, bien, on pourrait dire qu'on est tout le temps dans de la réciprocité négative parce que nous, en tant que consommateurs, on essaye d'avoir le meilleur prix pour ce qu'on a, puis la personne qui nous vend quelque chose, bien, essaye toujours de nous vendre plus cher pour faire plus de profit. Bien, ça, on peut retrouver ça dans d'autres sociétés aussi, parce que même si ce n'est pas de l'argent, bien, il y a des gens qui pourraient marchander, puis finalement donner
pour un poisson, vont demander 3 livres de viande, puis si l'autre personne n'est pas vraiment à même de savoir ce que les autres ont échangé, bien, il pourrait se faire avoir aussi, là. Je dirais plus que quand on parle de réciprocité en anthropologie, il faut se rendre compte que dans la majorité des sociétés, l'échange va impliquer une relation sociale. Qu'elle soit entre 2 individus ou 2 groupes, mais c'est certain que quand on est dans la réciprocité, bien, juste pour établir la valeur des choses, quand il n'y a pas d'argent, bien, il faut nécessairement discuter avec quelqu'un puis entrer en relation. Alors que dans la société industrielle, bien, on se met à échanger des choses, à acheter dans une relation qui est très, très impersonnelle, ce qui n'existe pas dans les autres types de sociétés. Parce que la société industrielle étant tellement grande qu'on en finit par pas connaître tout le monde qui est dans notre société. Les anthropologues ont beaucoup étudié la relation sociale qui se crée quand on donne quelque chose. Les anthropologues se sont rendus compte que même quand c'est un don, quand on parlait de réciprocité généralisée, par exemple, quand les parents donnent à leurs enfants, bien nécessairement, ou en tout cas on espère, que les enfants se sentent redevables. Plus tu donnes à tes enfants, bien, plus tu vas te dire, bien, plus tard, cet enfant-là va me redonner ce que j'y ai donné. Donc, ça crée une espèce de dette. Donc, dans l'achat, quand on ne paye pas, ici, on a une dette, ou quand ce n'est pas nous qui payons, on a une dette, mais c'est un petit peu impersonnel encore, alors que dans les autres sociétés, quand on fait un échange puis qu'on ne redonne pas, la dette implique une relation sociale et des fois, elle est, elle est voulue, cette dette-là. On entre en dette avec quelqu'un parce qu'on veut être certain de rester en relation sociale avec quelqu'un, puis je ne veux pas qu'il me rembourse. Parce que s'il me rembourse, bien là, tout d'un coup, on n'a plus de lien. Alors que quand j'ai une dette, bien, je suis certain que l'autre personne va rester en relation avec moi puis qu'on va continuer à avoir des rapports. J'achète quelque chose, pas juste parce que j'en ai besoin, mais parce que ça me procure un certain statut social. Et ça, on peut se dire, mais ça, c'est juste dans les sociétés industrielles, c'est juste dans nos sociétés occidentales où on a plein de besoins qui ne sont pas des besoins physiques. Dans les autres sociétés, mais ils étaient juste pris pour survivre puis essayer de ne pas mourir de faim. C'était pas tout à fait le cas. On voit que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires, entre autres, donc des gens qui habitaient sur un territoire où il y avait assez de ressources pour qu'ils n'avaient pas besoin de bouger, puis à toutes les saisons, on avait une ressource, on allait la chercher, on la stockait, puis ensuite, on pouvait la manger dans le reste du temps. Donc, on avait beaucoup de surplus. Ça a fait en sorte que bien, ces surplus-là ont pu être canalisés par certaines personnes qu'on appelait des chefs ou des leaders. Et contrairement à notre société, parce que dans ces sociétés-là, si le chef avait tout gardé le surplus, bien, les autres n'auraient pas pu manger. Fait que là, à un moment donné, le système ne fonctionne pas parce qu'il n'y avait pas tant de surplus que ça. Donc, les chefs, la façon dont ils acquéraient leur statut, c'est en donnant aux autres. Plus tu donnes, plus tu as un statut social élevé. Et là, ça revient à notre idée de dette. Plus je donne, plus les autres sont endettés. S'ils sont endettés, ils vont m'écouter quand je vais leur dire quoi faire. Parce que je leur ai donné quelque chose, puis ils se sentent redevables. Donc, on a le concept de potelage en anthropologie, qui est de la consommation ostentatoire, où des chefs peuvent donner, c'est souvent de la nourriture, c'est des grands festins, où on va mettre beaucoup de nourriture, beaucoup plus que les gens peuvent en manger, donc il va y en avoir beaucoup qui va être gaspillé. On tisse des couvertures, on fait des canaux, il y avait même des fois des esclaves qui étaient sacrifiés. Puis le chef disait, bien, j'en ai tellement, je peux en sacrifier 3, là. Je suis tellement riche que je peux en sacrifier 3, puis ça ne sera pas grave pour moi. Ou j'ai tellement de nourriture que je peux en gaspiller. Donc, ça montre mon statut social parce que je suis capable de faire ça. Dans notre société, c'est un peu la même chose. Si je suis capable de dépenser mon argent pour une BMW plutôt qu'une petite voiture, ils ont la même fonction, mais ça veut dire que j'ai beaucoup d'argent. Mais cette voiture-là, elle me reste à moi. Donc, je peux encore capitaliser. Donc, il n'y a pas de redistribution avec cette consommation ostentatoire-là, alors que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires ou encore les horticulteurs qui, eux, faisaient des petits jardins pour subvenir à leurs besoins, c'est un petit peu la même chose, où ils donnaient des festins comme ça. Mais quand tu donnes ton festin, tu redistribues. Fait que ça a 2 fonctions, monter ton statut social puis redistribuer la ressource. D'un autre côté aussi, du point de vue psychanalytique, on pourrait se dire que l'acte d'achat relève d'une pulsion qui cherche à, disons, maximiser le plaisir et minimiser le déplaisir. On pourrait le voir sous cet angle-là.
On pourrait le voir aussi sous l'angle que Freud le voyait, parce qu'à l'époque de Freud, les actes d'achat se faisaient souvent avec des pièces d'or. La monnaie papier, telle qu'on l'a aujourd'hui, était un peu moins présente. C'était vraiment beaucoup des pièces d'or. Et Freud associait ça au stade anal, le deuxième stade de développement psychosexuel dans la théorie psychanalytique. C'est le stade anal, c'est le stade où l'enfant de 1 an et demi à 3 ans apprend la propreté, et c'est le premier moment dans la vie de l'enfant où il exerce un certain pouvoir, finalement. C'est comme si je te donne le caca dans le pot ou je le garde pour moi à l'égard de son parent. Et Freud a transposé un peu ce stade-là à l'âge adulte et a fait un lien entre l'argent, les pièces d'or versus le caca que je te donne ou que je garde, et qui est en même temps un exercice de pouvoir. Donc l'acte d'achat peut être vu sous cet angle-là, un peu anal, dans une perspective d'exercer un pouvoir ou un contrôle. Si j'achète un objet, j'ai un contrôle ou un pouvoir sur cet objet-là. Si j'achète un individu ou un travailleur ou une maison ou un pays ou une entreprise, ben j'exerce un pouvoir nécessairement sur cette entreprise-là, sur ce peuple-là, etc. Donc ça peut être vu sous cet angle-là, je dirais, dans la perspective psychanalytique. D'un autre côté, si on prend une autre école classique en psychologie, évidemment les behavioristes, les comportementaux, qu'on regroupe aujourd'hui sous le vocable cognitivo-comportemental. On a tous déjà entendu parler de Skinner et de son conditionnement opérant par le fait par donner du renforcement, donner des récompenses. Bien, au niveau de l'acte d'achat, on pourrait se dire que depuis notre tendre enfance, en fait, on est conditionné à consommer, à acheter, parce qu'on est renforcé par ça. Parce que, dans le fond, quand un parent achète quelque chose à son jeune enfant, un jouet ou un cadeau, peu importe, bien, l'enfant est content et ça peut jouer comme un renforcement pour le parent. Dans le sens où, ben tiens, l'enfant est content parce qu'on lui a donné quelque chose, il fait des sourires, il babille, il est joyeux, il rit. Ben là, le parent est content parce qu'il dit qu'il fait une bonne job de parent, etc. Et ça l'amène en même temps à renforcer l'enfant, à vouloir recevoir d'autres cadeaux. C'est une espèce de cercle de renforcement mutuel. On pourrait le voir aussi, le conditionnement d'un point de vue plus social, d'apprentissage social, à savoir qu'on est conditionné à se positionner d'un point de vue statut social, hiérarchique, en fonction de ce qu'on achète. Si j'achète une BMW et que je dis ça, par exemple, à des gens, ben, de façon générale, les gens vont mieux me percevoir ou vont me percevoir d'une façon plus élevée que si je leur dis que je me suis acheté une Lada. Ou encore que je me suis acheté une voiture à carburateur du début des années 80, quoique là, je pourrais rentrer dans la catégorie collectionneur, donc là, un petit peu plus recherché. Idem pour des vêtements. Si je m'achète des pantalons de jogging ou des jeans puis un t-shirt, versus si je m'achète un costard, le regard que les gens vont porter sur moi va me conditionner d'une façon différente. Si je suis locataire d'un 3,5 ou si j'achète une maison à 3 garages, encore là, le regard, « Wow, chanceux, c'est cool. » Puis là, en même temps, c'est associé au fait que tu fais beaucoup d'argent, et donc c'est valorisé. C'est un conditionnement qui amène vraiment je dirais, à renforcer l'estime de soi, mais d'une façon un peu illusoire, mais qui est un conditionnement quand même puissant. J'aborderais peut-être plus l'angle humaniste existentiel avec un auteur que tout le monde connaît, qui est Abraham Maslow, avec sa fameuse pyramide, qui en réalité n'est pas de lui. Je tiens toujours à le souligner à chaque fois que je parle de Maslow, parce que souvent Maslow, on l'a vu dans des textbooks, dans des manuels sous forme de pyramide, essentiellement assez simple, mais il suffit de lire la 4e de couverture de son premier livre pour se rendre compte que ce sont ses successeurs qui ont schématisé sa théorie, qui, elle, a été publiée dans un article de 30 pages. Donc, c'est vraiment une théorie hiérarchique des besoins que Maslow a écrite. Et à partir de cet angle-là, si on essaie d'entrevoir l'acte d'achat, on pourrait se dire que l'acte d'achat vise à répondre à des besoins fondamentaux. Tout d'abord, des besoins physiologiques, se nourrir, déféquer, etc. Des besoins sexuels. Ensuite, on va avoir des besoins de sécurité. Donc, j'ai besoin d'un toit, j'ai besoin d'un vêtement, j'ai besoin d'être protégé contre un peu les intempéries de mon environnement. Ensuite, on arrive aux besoins d'appartenance.
d'amour et d'appartenance, des besoins d'estime, des besoins d'actualisation de soi, des besoins de réalisation de soi. Là où je veux apporter une nuance qui est nécessaire, à mon avis, du point de vue de Maslow lui-même, c'est que nos besoins ne sont pas hiérarchisés d'une façon simple et unidirectionnelle. En ce sens que, contrairement parfois à comment la théorie de Maslow est comprise, c'est comme si mes besoins physiologiques sont comblés, j'arrive à l'étape suivante, et là ce sont mes besoins de sécurité, et là ensuite, etc. Mais ça ne fonctionne pas de façon aussi simple que ça. En réalité, c'est qu'il peut y avoir des confusions et des substitutions de besoins, et il peut y avoir des besoins conscients et inconscients. C'est-à-dire que je peux, par exemple, en tant qu'individu, m'acheter une voiture en pensant que je veux me réaliser parce que j'achète une belle voiture, mais en réalité, le besoin que je cherche à combler, c'est un besoin d'estime et d'amour. Mais je ne le reconnais pas consciemment. C'est inconsciemment qu'à travers ma voiture, je vais essayer d'avoir de l'amour et de l'estime de la part de mes semblables, ce qui est clairement pas la façon optimale d'obtenir de l'amour ou de l'estime de la part de ses semblables. Et on pourrait voir encore un certain nombre d'autres exemples où certains besoins peuvent être confondus avec d'autres besoins parce que certains sont conscients, certains sont inconscients, puis il peut y avoir une substitution à l'intérieur des besoins. Donc, comment ça se fait que les individus sont prédisposés à être influencés à ce point par les besoins qui leur sont créés par la pub? Et c'est là que le point de vue psychologue, je dirais, viendrait complémenter et nous permettre de mieux comprendre cette prédisposition, en ce sens que c'est souvent, encore une fois, on ne s'en sort pas, c'est l'éducation des enfants. Et la pédagogie qu'on utilise par les parents, mais aussi par le système scolaire. C'est-à-dire que comment on éduque les enfants essentiellement de façon traditionnelle et dans la grande majorité des familles, et ça depuis très longtemps et encore aujourd'hui, autant dans les familles qu'à l'école, essentiellement, c'est qu'on amène l'enfant à mettre de côté ses propres besoins et ses propres émotions pour répondre aux attentes de l'adulte, en fonction des standards, des normes qui seraient soi-disant issues d'un certain nombre de recherches, etc. Mais c'est beaucoup, encore essentiellement, même si c'est à mots à peine voilés, soumets-toi à l'autorité, soumets-toi à ce que je te demande de toi, et dans cette perspective-là, je ne te punirai pas, et je vais te valoriser et t'encourager. Mais si tu vas à l'encontre de ce que je souhaite, là, je vais te punir et je vais te chicaner. Puis souvent, on va invalider les besoins des enfants ou l'expression des besoins des enfants, par exemple en disant, là, arrête de pleurer pour rien, arrête de faire des caprices, etc. Parce que souvent, l'adulte est incapable de reconnaître le besoin que l'enfant exprime à travers un comportement ou un autre. Et à l'école, quand l'enfant entre à l'école, dans le système scolaire, c'est essentiellement la même chose et c'est même encore plus standardisé. Dans les écoles traditionnelles, ce qui se fait un peu moins dans les écoles alternatives, mais les écoles alternatives ne sont pas légion, c'est vraiment les écoles traditionnelles qui prédominent, là, on s'attend à ce que tout le monde atteigne les mêmes standards qui ont été fixés par une autorité extérieure et qui ne tient pas compte des particularités individuelles de l'enfant, ses talents, ses goûts, ses besoins. On occulte ça pour qu'il soit finalement un futur travailleur. Et cette façon systématique-là d'occulter le vécu individuel, personnel de l'enfant, de l'ado et éventuellement de l'adulte, ça rend la personne particulièrement vulnérable aux influences de l'extérieur parce qu'elle a toujours appris à répondre aux besoins des autres, à faire ce qu'on lui dit. En fait, c'est que j'aurais tendance à faire peut-être une distinction entre besoin et désir ou entre besoin et faux besoin. C'est-à-dire, je vais me convaincre que j'ai besoin de quelque chose, mais je n'en ai pas réellement besoin. Et dans ce sens-là, c'est là que j'aurais tendance à être relativement d'accord avec Caroline, dans la mesure où, effectivement, on va convaincre les gens qui ont besoin de quelque chose, mais c'est l'industrie qui a besoin que les gens consomment cette chose-là, et non pas le consommateur qui lui-même en a besoin. Mais le consommateur, quand il l'a, il peut être convaincu qu'il en a besoin. Et souvent, on va créer des objets qui sont tellement, je dirais, bien conçus ou développés pour que le consommateur le sente comme une nécessité une fois qu'il obtient cet objet-là. Jusqu'à temps, encore une fois, comme elle l'a dit, jusqu'à temps que ça brise. Je pense effectivement que quand il y a l'échange direct d'un objet sans passer par le médium qui est la monnaie, il y a quelque chose qui, dans la psyché des individus qui font la transaction,
peut-être un sentiment de responsabilité et de proximité plus grande avec la personne ou l'individu avec qui ils font la transaction. Et justement, tu sais, si on se fait duper par une industrie qui est impersonnalisée, qui est caractérisée par un commis qui n'a rien à voir avec la personne qui décide de qu'est-ce qu'on vend ou pas, versus j'ai un objet et je le donne à quelqu'un en échange de l'objet que la personne me donne, bien là, ça va être bien différent. Puis évidemment, on est encore dans une logique de propriété privée parce qu'on pourrait se dire, bien, tous les objets appartiennent à tout le monde. Et donc, la valeur qu'on attribue à un objet est complètement changée d'un point de vue psychologique. Et l'acte d'achat n'existe plus. Ce n'est même plus quelque chose d'existant et pourtant je peux répondre à mes besoins fondamentaux et vivre en communauté. Et souvent mieux de cette façon-là parce que justement il y a quelque chose de très collectif, très axé sur le partage, très axé sur l'égalité. Et c'est la façon dont les êtres humains ont vécu la majeure partie de leur existence d'hominidés.